Bienvenue à nouveau dans les ténèbres de l'abbaye de Rochefort-des-Brumes, où les ombres dansent au rythme des secrets enfouis depuis des siècles. Dans ce lieu empreint de mystère et de mysticisme, les pages des grimoires anciens murmurent des incantations oubliées et des malédictions ancestrales. Suite et fin de ma série de vidéos consacrée aux grimoires. Au programme aujourd'hui, une histoire liée à ma propre famille paternelle. Nous allons également parler de ce qu'est le marteau des sorcières. Et nous allons également parler des grimoires soi-disant fictifs, qui nous entraîneront vers des horizons cosmiques insondables. À la fin des années 1990, j'ai eu vent de cette histoire plus que troublante. Nous ne savons quel fantôme se cache dans les branchages et autres feuillages de notre arbre généalogique. Que ce soit du côté de mon père ou de ma famille, de ma mère, il y avait dans le passé plusieurs sorcières, notamment la terrible Mika, qui a vécu à la fin des années 1800. Mais ce n'est pas d'elle que je vais vous parler aujourd'hui, mais de la sinistre Hélène, qui vivait dans les années 30 en Normandie, du côté du village de Millières. On disait d'elle qu'elle traversait de nuit le bois fantomatique de Montcadre, vidant entièrement une bouteille de calvados normand, sûrement pour se mettre en condition en vue de se rendre au sabbat. Selon la légende familiale, cette sombre figure possédait un redoutable ouvrage, un grimoire médiéval nommé Patote. Ce sinistre livre renfermait des formules obscures, capables de métamorphoser les êtres humains en porcs ou même en coqs. De plus, il regorgeait de mélanges de plantes et de racines, permettant de concocter des potions d'invisibilité, ainsi que des sortilèges pour se transformer en chat. Après une longue conversation avec son fils René, celui-ci m'apprend que le livre est toujours conservé dans une vieille armoire normande, à la ferme familiale. Je lui fais part immédiatement de mon désir de consulter cet ouvrage, mais son refus est catégorique et définitif. Plusieurs jours plus tard, je retourne le voir, espérant qu'il aurait changé d'avis. Mais il m'annonce que les ouvrages ont été brûlés dans la cour de la ferme le matin même. La sensation de perte est poignante, tandis que le mystère qui entoure ce grimoire semble s'épaissir davantage. Il me fait part également, les yeux pleins d'effroi, qu'il avait demandé à son jardinier, un certain Bernard, de se charger de cette tâche, et que lorsque le feu purificateur a commencé à consumer les ouvrages maudits, le tonnerre s'était mis à gronder dans le ciel, obscurci soudainement de ténèbres. Le lendemain, on apprenait le décès du jardinier, retrouvé mort dans son lit avec un masque mortuaire des plus effrayants. Sa petite fille Julie me raconta plus tard que des phénomènes s'étaient produits. Dans la nuit, son lit avait décollé du sol pour l'éviter dans sa chambre. Prise de terreur, elle s'était enfuie dans la nuit, dans un état de panique totale. Les histoires entourant cette famille étaient relativement nombreuses. Dans le passé, on racontait que lorsque le premier fils de René, nommé Alain, vit le jour dans un hôpital de campagne, les infirmières durent quitter la salle d'accouchement, prises de panique, en voyant les traits terrifiants de l'enfant qui venait de naître. Seul René resta à ses côtés, comme si l'effet de surprise n'avait eu aucun effet sur lui. Les femmes travaillaient de nuit en se rendant aux pêcheries, en mer, lorsque celle-ci se retirait lors des grandes marées. Des anciennes légendes évoquaient des accouplements entre certaines de ces femmes et des créatures surgissant des profondeurs marines.
La Normandie, ou plutôt le Nord maudit, renferme décidément bien des mystères.